Ma fille est partie en vacances avec toute sa famille, mais m'a laissée à la maison pour garder son chien. Je n'ai rien dit. Je viens de réserver un aller simple pour les Maldives. Quand ils sont revenus et ont vu la maison vide, ils... Avant de continuer, si cette histoire vous touche, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un like. Ce petit geste soutient une famille. Merci du fond du cœur. La pluie tambourinait contre les vitres de mon appartement marseillais. Il était 6 heures du matin, ce mardi de novembre, et je n'avais pas dormi. Pas vraiment. Mon corps était allongé dans le lit, mais mon esprit tournait en boucle, encore et encore, sur les mots que Margot avait prononcés la veille au téléphone. « Maman, on part demain pour la Normandie. 2 semaines dans un chalet que Philippe a loué. C'est magnifique, tu verrais. Mais bon, il y a beaucoup d'escaliers, et tu sais, avec tes jambes. » Elle avait dit ça comme si c'était une évidence, comme si mes jambes définissaient tout ce que je pouvais ou ne pouvais pas faire, comme si j'étais devenue, à 68 ans, un meuble fragile qu'on laisse dans un coin de peur qu'il ne se brise. « Mais tu pourrais garder Max, non? Il t'adore. Et puis, tu seras tranquille ici, au chaud. Tranquille. Au chaud. Seule. » Je m'étais levée du lit avec difficulté. Mes genoux craquaient, mes chevilles protestaient. L'arthrose me rappelait chaque matin que mon corps n'était plus celui de mes 20 ans. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Ce n'était pas de la douleur que je ressentais, c'était de la rage. Une rage sourde, profonde, qui montait depuis un endroit que j'avais enfoui il y a des décennies. Je me suis traînée jusqu'à la cuisine. Max, le golden retriever de Margot, dormait paisiblement dans son panier près du radiateur. Il n'avait aucune idée de ce qui se tramait dans ma tête. Personne ne le savait. Pas même moi. Pas encore complètement. J'ai préparé mon café. Noir, sans sucre. Comme toujours. J'ai regardé par la fenêtre. Les rues de Marseille étaient désertes à cette heure. Les réverbères brillaient encore dans l'obscurité humide. Tout était calme. Trop calme. Et puis, je l'ai vu. Sur l'étagère du salon, coincé entre 2 vieux albums photos, il y avait un objet que je n'avais pas touché depuis. Combien? 10 ans? 15? Un caderno vermelho. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Mes mains tremblaient légèrement en posant ma tasse. Je me suis approchée lentement, comme si ce cahier était une bombe sur le point d'exploser. Je l'ai pris. La couverture était usée, les coins pliés. Sur la première page, écrit avec l'écriture ronde et naïve de mes 18 ans, il y avait un titre « 100 choses que je veux faire avant de mourir ». J'ai tourné les pages. Mon cœur se serrait à chaque ligne. Chaque rêve écrit avec tant d'espoir, tant de certitude que j'allais tous les réaliser. 1. Voir le mer cristalline des Maldives. 2. Danser pieds nus sur une plage au coucher du soleil. 3. Manger une langouste fraîche en regardant l'océan. 4. Faire un saut en parachute. 5. Apprendre à jouer du piano. La liste continuait, sans rêve, sans promesse que je m'étais faite à moi-même. Et combien en avais-je réalisé? J'ai compté. 1 fois, 2 fois, pour être sûr. 12. 12 rêves sur 100. 88 rêves enterrés sous des années de plus tard, de ce n'est pas le bon moment, de j'ai des responsabilités. Les larmes me sont montées aux yeux, mais je les ai retenues. Je ne pleure plus depuis longtemps. Pleurer ne change rien. J'ai refermé le cahier. Je suis retournée m'asseoir à la table de la cuisine. Max s'était réveillé et me regardait avec ses grands yeux marrons, la queue frétillante. « Tu ne comprends pas, toi, hein ?» j'ai murmuré en caressant sa tête. « Tu ne comprends pas ce que c'est que d'avoir 68 ans et de réaliser qu'on a vécu la vie de quelqu'un d'autre. » Le téléphone a vibré sur la table. Message de Margot. « Maman, on passe vers 14 heures déposer Max et ses affaires. Bisous. » J'ai regardé le message, puis le cahier rouge, puis le téléphone, et là, quelque chose s'est brisé en moi, ou plutôt de quelque chose s'est libéré. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes doigts tremblaient sur le clavier. J'ai tapé « Vol Paris-Malais, Maldives ». Les résultats sont apparus. Des centaines d'offres, des photos de plages blanches, d'eau turquoise, de bungalows sur pilotis. J'ai cliqué sur le premier vol disponible.
Départ dans 3 jours. Prix 1847 €. Aller simple. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Ma pension de retraite me permettait de vivre confortablement. J'avais même des économies que je gardais pour les urgences, pour aider Margot si nécessaire, pour plus tard. Mais c'était quoi, plus tard? J'avais 68 ans, j'avais de l'arthrose. Mes jambes me faisaient souffrir chaque jour un peu plus. Plus tard n'existait pas. Plus tard, c'était maintenant. J'ai cliqué sur « Confirmer la réservation ». Un message est apparu. Êtes-vous sûr de vouloir procéder au paiement? Ma main est restée immobile au-dessus de la souris pendant ce qui m'a semblé une éternité. Toute ma vie a défilé devant mes yeux. Mon mariage à 20 ans avec Jean-Pierre. La naissance de Margot à 22 ans. L'accident de voiture à 30 ans qui m'a laissé avec ses jambes abîmées. Le divorce à 40 ans. Les années passées à élever seule ma fille. Les sacrifices. Les nuits blanches. Les rêves mis de côté, toujours de côté. J'ai cliqué sur « Confirmer ». Le son de la notification de paiement a résonné dans le silence de l'appartement. C'était fait. Je suis restée assise devant l'écran pendant plusieurs minutes, incapable de bouger. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Qu'est-ce que je venais de faire? J'ai imprimé la confirmation de réservation. Le papier est sorti de l'imprimante avec un bruit mécanique qui m'a semblé assourdissant dans le silence de l'appartement. J'ai regardé les détails. Vol AF 1248, Paris CDG, Malais, Maldives, départ, vendredi 17 novembre, 10h35, aller simple, aller simple. Ces 2 mots résonnaient dans ma tête comme une promesse et une menace à la fois. Je n'avais pas réservé de retour, parce que je ne savais pas quand je voulais revenir, ou même si je voulais revenir. Le téléphone a vibré à nouveau. Margot. Maman, tu as vu mon message? On arrive dans quelques heures. J'ai regardé Max. Il me fixait avec cette expression innocente que seuls les chiens savent avoir. Lui, au moins, ne me jugeait pas. Lui ne pensait pas que j'étais devenue sénile. Lui ne disait pas « avec tes jambes » sur un ton de pitié condescendante. J'ai ouvert Google. Chenil de luxe, Marseille. Plusieurs résultats sont apparus. J'ai cliqué sur le premier, le paradis canin, pension 5 étoiles pour chiens. Les photos montraient des installations impeccables. Des chambres individuelles avec lits douillets, un jardin immense, des employés souriants, des activités quotidiennes. C'était mieux que la plupart des maisons de retraite pour humains. J'ai appelé. Le paradis canin, bonjour. La voix était jeune, enjouée. Bonjour, j'aurais besoin d'une place pour un Golden Retriever, pour 2 semaines, à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, laissez-moi vérifier. Oui, nous avons de la disponibilité. C'est pour quelle durée exactement? J'ai hésité. 2 semaines, peut-être plus. Je ne sais pas encore. Pas de problème, madame. Nous sommes très flexibles. Le tarif est de 80 € par jour, tout compris. Nourriture premium, promenade, soins vétérinaires si nécessaire. 80 € par jour. Pour 2 semaines, ça faisait 1120 €. Plus mon billet d'avion. J'étais déjà à presque 3000 €. C'est parfait. Je l'amène cet après-midi. Excellent. À quel nom? Isabelle Moreau. Le chien s'appelle Max. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient encore. J'avais l'impression d'être une criminelle en train de planifier un braquage. Mais qu'est-ce que je faisais de mal, au fond? Je prenais des vacances. J'avais le droit de prendre des vacances, non. J'avais 68 ans. J'avais travaillé toute ma vie comme infirmière. J'avais élevé ma fille seule après le divorce. J'avais toujours été là pour tout le monde. Et maintenant, pour une fois, j'allais être là pour moi. À 14 heures précises, la sonnette a retenti. J'ai regardé par l'œilleton. Margot était là avec Philippe, son mari, et les enfants, Lucas et Emma. J'ai ouvert la porte en essayant de paraître normale, souriante, la maman gentille qu'il connaissait. « Bonjour, maman. » Margot m'a embrassé rapidement sur les joues. Elle était pressée, comme toujours. On ne peut pas rester longtemps, on doit encore passer prendre les dernières affaires avant de partir. Philippe a hoché la tête dans ma direction. Les enfants étaient déjà accroupis près de Max, qui remuait la queue frénétiquement. « Voilà ses croquettes. » Margot a déposé un énorme sac sur le sol de l'entrée. Et là, ses jouets.
Son carnet de santé est dans le sac aussi, au cas où. Il faut le sortir 3 fois par jour minimum, le matin, l'après-midi et le soir. Et surtout, ne lui donne pas trop de friandises, il a tendance à grossir. Elle parlait vite, mécaniquement, comme si elle me donnait des instructions pour faire fonctionner une machine. « Et toi, maman, ça va aller? Tu as tout ce qu'il te faut? Tu veux qu'on te laisse de l'argent pour les courses ?» Cette question, cette putain de question qui sous-entendait que j'étais incapable de gérer ma propre vie. « Ça ira très bien, Margot », j'ai répondu calmement. « Profitez bien de vos vacances. » Elle m'a regardé avec une pointe de surprise. Peut-être à cause du ton de ma voix, ou peut-être parce que je ne m'étais pas plainte d'être laissée seule. « Bon, d'accord, on t'appellera pour prendre des nouvelles. » Ce n'est pas nécessaire. Le silence qui a suivi était étrange. Philippe a froncé les sourcils. Les enfants ont arrêté de jouer avec Max une seconde. « Comment ça, ce n'est pas nécessaire ?» Margot a ri nerveusement. « Bien sûr qu'on va t'appeler, maman. Je veux dire, profitez de vos vacances, vraiment. Ne vous inquiétez pas pour moi. » Margot m'a fixé quelques secondes, comme si elle essayait de déchiffrer ce qui se passait dans ma tête. Puis elle a haussé les épaules. « Bon, si tu le dis, allez, on y va !» Bisous rapides. Embrassade. Max a essayé de les suivre, mais je l'ai retenu par le collier. La porte s'est refermée. Le silence est retombé. Max me regardait avec des yeux tristes. Il ne comprenait pas pourquoi sa famille était partie sans lui. « Je sais ce que tu ressens. » J'ai murmuré en caressant sa tête. J'ai attendu 10 minutes, puis j'ai attrapé la laisse de Max et mon manteau. « Allez, viens, bonhomme, on va faire un tour. » Le trajet jusqu'au chenil a duré 20 minutes en taxi. Le chauffeur n'arrêtait pas de parler de la pluie, du froid, de la politique. Je hochais la tête machinalement, sans vraiment écouter. Quand nous sommes arrivés au paradis canin, Max était excité. Il aimait découvrir de nouveaux endroits. Une jeune femme blonde nous a accueillis avec un sourire professionnel. « Madame Moreau, bienvenue. Et voici Max ?» Elle s'est agenouillée pour caresser le chien qui lui léchait les mains avec enthousiasme. « Il est adorable. Ne vous inquiétez pas, il sera très bien ici. On va prendre soin de lui comme si c'était le nôtre. » J'ai rempli les formulaires, signé les autorisations, payé d'avance pour 3 semaines, au cas où. Au moment de partir, Max m'a regardé avec ses yeux qui me brisèrent le cœur. Il ne comprenait pas pourquoi je le laissais. « Je reviens, mon beau », j'ai chuchoté en l'embrassant sur le front. « Je te promets. » Mais en sortant du chenil, je me suis demandé si c'était vraiment une promesse que je pouvais tenir. De retour à l'appartement, j'ai commencé à faire mes valises. Je n'avais presque rien à emporter. Quelques robes légères, des maillots de bain que je n'avais pas portés depuis des années, des sandales, de la crème solaire. En pliant mes vêtements, j'ai trouvé au fond de mon armoire une vieille boîte à chaussures. À l'intérieur, des photos. Moi à 20 ans, cheveux longs, sourire éclatant, devant la mer Méditerranée. Moi à 25 ans, enceinte de Margot, radieuse. Moi à 30 ans, juste après l'accident, dans un fauteuil roulant, le regard vide. J'ai refermé la boîte. Le vendredi matin est arrivé plus vite que je ne l'aurais cru. J'avais à peine dormi les 2 nuits précédentes. Mon esprit oscillait constamment entre l'excitation et la terreur absolue. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? À 68 ans, avec mes jambes abîmées, j'allais prendre un avion de 11 heures pour aller seule aux Maldives? C'était de la folie. Mais c'était ma folie. À 5 heures du matin, j'étais déjà debout. J'avais préparé un petit déjeuner que je n'ai pas pu avaler. Mon estomac était noué. J'ai vérifié ma valise pour la 10e fois. Passeport, billets, médicaments pour mes jambes, crème solaire. Tout était là. Sur la table de la cuisine, j'avais posé une enveloppe blanche. À l'intérieur, une lettre que j'avais écrite la veille. J'avais recopié le texte 5 fois avant d'être satisfaite. Chaque mot devait être parfait. Chaque phrase devait exprimer exactement ce que je ressentais. J'ai relu la lettre une dernière fois avant de la sceller. Ma chère Margot, quand tu liras ces lignes, je serai déjà loin. Max est au paradis canin, 47 avenue du Prado. Tout est payé pour 3 semaines. Il est entre de bonnes mains. Je suis partie aux Maldives. Oui, moi, ta mère. Celle qui a des problèmes aux jambes. Celle qui est trop fragile pour monter des escaliers dans un chalet en Normandie.
Il y a 50 ans, j'ai écrit une liste de 100 choses que je voulais faire avant de mourir. J'en ai réalisé 12. 12 sur 100. Le reste, je l'ai sacrifié. Pour ton père, pour toi, pour tout le monde, sauf moi. Je ne te reproche rien, ma fille. Tu es ma plus grande fierté. Mais je me suis perdue en chemin. Je suis devenue la mère de Margot, la femme avec l'arthrose, celle qu'on laisse à la maison. J'ai 68 ans. Mes jambes me font souffrir chaque jour, mais je suis encore en vie. Et tant que je suis en vie, je refuse de rester assise à attendre la mort. Je ne sais pas quand je rentrerai. Peut-être dans 2 semaines, peut-être dans 1 mois, peut-être plus. Ne t'inquiète pas pour moi. Pour une fois, inquiète-toi pour toi. Profite de ta famille, profite de ta vie, et laisse-moi profiter de ce qu'il me reste de la mienne. Je t'aime. Plus que tu ne le sauras jamais. Maman. J'ai posé la lettre bien en évidence sur la table, à côté du cahier rouge ouvert à la première page. À 6 heures, le taxi est arrivé. Le chauffeur m'a aidé à porter ma valise. Il devait avoir mon âge, peut-être un peu plus jeune. Il avait un visage buriné et des yeux fatigués. « Vous allez où, madame ?» Aéroport Charles de Gaulle. Il a sifflé entre ses dents. « À 7 heures, vous avez un vol international ?»« Maldives ?» Il s'est retourné pour me regarder, surpris. « Les Maldives ? Toute seule ?» J'ai senti une pointe d'irritation monter en moi. Pourquoi tout le monde trouvait ça si étonnant qu'une femme de mon âge voyage seule? Oui, seule. C'est un problème? Il a levé les mains en signe d'excuse. Non, non, pas du tout. Au contraire, c'est juste, rare. Enfin, c'est bien. Profitez-en. Le trajet jusqu'à l'aéroport a duré 3 heures. Nous avons roulé dans la nuit, puis dans l'aube grise de novembre. J'ai regardé défiler les paysages par la fenêtre. Les villages endormis, les champs brumeux, les aires d'autoroute désertes. À chaque kilomètre, je m'éloignais de ma vie d'avant. Quand nous sommes arrivés à Roissy, mon cœur battait à tout rompre. L'aéroport grouillait déjà de monde. Des familles, avec des enfants qui couraient partout. Des hommes d'affaires en costume, qui parlaient au téléphone en marchant rapidement. Des couples de jeunes qui s'embrassaient avant de se séparer. Le chauffeur m'a aidé à descendre et à sortir ma valise du coffre. Bon voyage, madame. Et vraiment, profitez-en. On n'a qu'une vie. J'ai souri. C'était exactement ce que je me disais. L'enregistrement s'est bien passé. L'hôtesse au comptoir Air France a vérifié mon passeport sans faire de commentaires. Elle m'a demandé si je voulais un siège côté couloir à cause de mes jambes et j'ai accepté avec reconnaissance. En passant la sécurité, j'ai eu un moment de panique. Et si Margot essayait de me joindre maintenant? Et si elle découvrait la lettre plus tôt que prévu? Et si elle appelait la police pour me retrouver? Mais il était trop tard pour faire marche arrière. J'ai éteint mon téléphone. Dans la salle d'embarquement, je me suis assise près d'une grande baie vitrée qui donnait sur les pistes. Les avions décollaient et atterrissaient dans un balai incessant. Chacun transportait des dizaines, des centaines de vies. Des gens qui partaient vers l'inconnu. Des gens qui rentrèrent chez eux. Moi, je ne savais pas dans quelle catégorie j'étais. Vol AF 1248, à destination de Malais. Embarquement immédiat, porte K42. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. C'était mon vol. Je me suis levée difficilement. Mes jambes protestaient déjà après 3 heures de route et l'attente à l'aéroport. J'ai pris mes béquilles pliables dans mon sac. Je détestais les utiliser. Elles me faisaient me sentir vieille, diminuée. Mais aujourd'hui, je m'en fichais. J'ai suivi la file de passagers jusqu'à la porte d'embarquement. Une jeune hôtesse de l'air a scanné ma carte d'embarquement et m'a souri. « Bon vol, madame. » J'ai avancé dans la passerelle. À mi-chemin, je me suis arrêtée. J'ai regardé derrière moi. La salle d'embarquement, l'aéroport, la France, ma vie. Puis j'ai regardé devant moi, la porte de l'avion, l'inconnu, ma nouvelle vie. J'ai continué à marcher. L'intérieur de l'avion sentait ce mélange particulier de kérosène, de plastique et de parfum bon marché. J'ai trouvé ma place, 24D, siège côté couloir. Une jeune femme était assise côté hublot. Elle devait avoir l'âge de Margot. Elle portait un casque audio et regardait quelque chose sur son téléphone. Je me suis installée avec difficulté. Mes jambes ne rentraient pas facilement dans l'espace restreint. J'ai dû les étirer dans le couloir.
Madame, vous devez garder vos jambes dans votre espace pendant le décollage. Une hôtesse m'a dit gentiment. Je sais. Donnez-moi juste 1 minute. J'ai réussi à me caler tant bien que mal. La douleur dans mes genoux était déjà présente et nous n'avions même pas encore décollé. 11 heures de vol. 11 heures à rester assise dans cet espace minuscule. Qu'est-ce qui m'avait pris? L'avion a commencé à rouler sur le tarmac. Mon cœur battait de plus en plus vite. J'ai fermé les yeux. J'ai respiré profondément. Et puis, j'ai senti l'avion accélérer. De plus en plus vite. Le bruit des moteurs est devenu assourdissant. Et soudain, cette sensation de légèreté. Le sol qui s'éloigne sous nos pieds. Nous étions en l'air. J'ai ouvert les yeux. Par le hublot, je voyais Paris rétrécir en dessous de nous. Les buildings, les routes, les rivières. Tout devenait minuscule. Des larmes ont coulé sur mes joues. Je ne savais pas si c'était de la peur ou de la joie. Peut-être les deux. Les premières heures de vol ont été les plus difficiles. Mes jambes me faisaient souffrir. J'avais beau changer de position toutes les 5 minutes, rien n'y faisait. La douleur lancinante remontait de mes chevilles jusqu'à mes hanches. J'ai pris un de mes médicaments avec un verre d'eau que l'hôtesse m'avait apporté. La jeune femme à côté de moi avait fini par retirer son casque et m'avait adressé un sourire poli. Première fois aux Maldives? Elle m'a demandé en français avec un léger accent que je n'arrivais pas à identifier. Oui, première fois. C'est magnifique, vous allez voir. J'y vais tous les ans avec mon copain. Enfin, cette année, j'y vais seule. On vient de rompre. Elle a dit ça avec une désinvolture qui cachait mal sa tristesse. Je l'ai regardée plus attentivement. Elle devait avoir 30 ans, peut-être 35. Jolie, blonde, des yeux bleus un peu rougis. Je suis désolée, j'ai dit. Elle a haussé les épaules. C'est la vie. Et vous? Vous y allez avec votre mari? Je n'ai plus de mari. Divorcée depuis 28 ans. Oh, avec vos enfants alors? J'ai hésité. Comment expliquer? Comment dire que ma fille m'avait laissé garder son chien pendant qu'elle partait en vacances en famille? Que j'avais décidé de partir aux Maldives par pur acte de rébellion? Non, seule, comme vous. Elle m'a regardé avec un respect nouveau dans les yeux. C'est courageux ou stupide. Je ne sais pas encore. Elle a ri, un rire franc, libérateur. Moi non plus, je ne sais pas si c'est courageux ou stupide de partir seule après une rupture. Mais au moins, on le fait. C'est déjà ça. Nous avons parlé pendant 1 heure. Elle s'appelait Clara. Elle travaillait dans la mode à Paris. Elle me parlait de sa vie, de ses rêves, de ses déceptions. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, j'écoutais vraiment. Pas comme une mère qui écoute sa fille. Pas comme une vieille dame qui hochait poliment la tête. Mais comme une femme qui en écoutait une autre. « Et vous ?» Elle m'a demandé. « Pourquoi les Maldives? Pourquoi maintenant ?» J'ai sorti le cahier rouge de mon sac. Je le gardais contre moi depuis le départ, comme un talisman. À cause de ça, elle a ouvert le cahier avec précaution, comme si c'était un objet précieux. Elle a lu la première page, puis la deuxième, puis la troisième. « Mon Dieu !» elle a murmuré. « Vous avez écrit ça quand? J'avais 18 ans, il y a 50 ans. Et vous en avez réalisé combien? 12. Le silence qui a suivi était lourd. Clara me regardait avec des yeux humides. « C'est pour ça que vous partez, pour rattraper le temps perdu. Je ne peux pas rattraper le temps perdu, mais je peux peut-être arrêter d'en perdre davantage. » Elle m'a rendu le cahier avec un sourire tremblant. « Vous savez quoi? Vous êtes mon héroïne. » J'ai ri. Moi, une héroïne? Une vieille femme avec des jambes abîmées qui fuyait sa vie. Mais peut-être que c'était exactement ce qu'était une héroïne. Quelqu'un qui, malgré la peur, malgré la douleur, continuait à avancer. Le repas a été servi. Un poulet caoutchouteux avec des légumes trop cuits. J'ai mangé par automatisme, sans vraiment goûter. Mon esprit était ailleurs. Il était sur Margot, qui devait être en train de rentrer de Normandie à l'heure qu'il était. Elle devait ouvrir la porte de mon appartement. Elle devait appeler mon nom. Elle devait trouver la lettre. J'ai imaginé son visage. La confusion d'abord, puis l'inquiétude, puis la colère. Oui, elle allait être en colère. Furieuse même. Comment osais-je? Comment osais-je partir comme ça, sans prévenir, en laissant juste une lettre?
Mais moi aussi, j'avais été en colère pendant des années. Une colère silencieuse, enfouie, qui me rongeait de l'intérieur. La colère d'être devenue invisible. La colère d'avoir sacrifié mes rêves pour les autres. La colère de n'être plus qu'une vieille femme avec des problèmes aux jambes. Après le repas, j'ai essayé de dormir. J'ai fermé les yeux. J'ai écouté le ronronnement des moteurs. Mais le sommeil ne venait pas. Mon corps était épuisé, mais mon esprit était en ébullition. J'ai sorti mon téléphone de mon sac. Il était toujours éteint. J'ai fixé l'écran noir pendant de longues minutes. Est-ce que je devais l'allumer? Est-ce que je devais vérifier les messages? Non, pas encore. J'ai remis le téléphone dans mon sac. Clara s'était endormie contre le hublot, la bouche légèrement ouverte. Elle avait l'air paisible, jeune, pleine d'avenir. Moi, j'avais 68 ans. Mon avenir était limité. Peut-être 10 ans, peut-être 20 si j'avais de la chance, peut-être moins. Mais ces années, je voulais qu'elles soient miennes. Les heures ont passé. Lentement, douloureusement. Mes jambes me torturaient. J'ai dû me lever plusieurs fois pour marcher dans l'allée, sous le regard désapprobateur de certains passagers et compréhensif d'autres. Une vieille dame avec une canne qui boitillait dans l'avion. Voilà ce qu'ils voyaient. Mais moi, je voyais autre chose. Je voyais une femme qui reprenait le contrôle de sa vie. Après 9 heures de vol, le commandant de bord a annoncé que nous approchions des Maldives. Les lumières de la cabine se sont rallumées. Les passagers se sont réveillés, étirés, excités. J'ai regardé par le hublot, par-dessus l'épaule de Clara, qui s'était réveillée. Et là, je l'ai vue. L'eau. Une eau d'un bleu que je n'avais jamais vu de ma vie. Un bleu turquoise, presque irréel, qui scintillait sous le soleil. Des îles minuscules parsemées çà et là, entourées de plages blanches immaculées. Les larmes me sont montées aux yeux pour la 100e fois depuis le départ. « C'est beau, hein ?» Clara a murmuré à côté de moi. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais que regarder. Regarder ce rêve de 50 ans qui se matérialisait enfin sous mes yeux. L'avion a amorcé sa descente. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il explose. Mes mains tremblaient. Mes jambes me faisaient mal, mais je m'en fichais. J'étais en train d'arriver aux Maldives. Moi, Isabelle Moreau, 68 ans, arthrose sévère, mère divorcée, infirmière retraitée. J'étais en train de réaliser le premier rêve de ma liste. L'avion a touché le sol avec un léger rebond. Les passagers ont applaudi. J'ai applaudi aussi, les larmes coulant librement sur mes joues maintenant. Clara m'a pris la main et l'a serrée fort. « Vous l'avez fait », elle a dit. « Vous êtes là. » Oui, j'étais là. Quand les portes de l'avion se sont ouvertes, une vague de chaleur humide m'a frappé de plein fouet. L'air sentait le sel, les fleurs tropicales, l'aventure. J'ai descendu les marches de l'avion lentement, en m'accrochant à la rampe. Chaque marche était une victoire. Chaque pas me rapprochait de mon rêve. Quand mon pied a touché le tarmac de l'aéroport de Malé, j'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément. Je l'avais fait, contre toute attente, contre tous les obstacles, contre ma propre peur. Je l'avais fait. L'aéroport de Malé était petit, coloré, accueillant. Rien à voir avec les aéroports froids et impersonnels d'Europe. Les murs étaient décorés de photos de plages paradisiaques, de couchers de soleil, de poissons tropicaux. L'air conditionné fonctionnait à plein régime pour combattre la chaleur étouffante du dehors. J'ai suivi le flot de passagers vers le contrôle des passeports. La file avançait lentement. Mes jambes commençaient à trembler sous mon poids. J'aurais dû prendre mes béquilles, mais je les avais laissées dans ma valise par fierté stupide. « Madame, vous allez bien ?» Un employé de l'aéroport s'était approché de moi. Il devait avoir une 30aine d'années, la peau mate, un sourire chaleureux. « Oui, ça va, c'est juste. Mes jambes. Venez, je vais vous aider. » Il m'a guidé vers une file prioritaire pour les personnes à mobilité réduite. J'ai voulu protester, mais la douleur était trop forte. J'ai accepté son aide avec reconnaissance. Le contrôle des passeports s'est fait rapidement. L'agent m'a tamponné mon passeport avec un sourire. « Bienvenue aux Maldives, madame. Bon séjour. » Bon séjour. Ces mots résonnaient étrangement dans ma tête. Un séjour. Comme si c'était temporaire. Comme si j'allais forcément rentrer. Mais est-ce que j'allais rentrer?
J'ai récupéré ma valise et je me suis dirigée vers la sortie. À l'extérieur, la chaleur m'a frappé comme un mur. Il devait faire au moins 35 degrés. L'humidité était écrasante. Mon chemisier était déjà trempé de sueur. Des dizaines de chauffeurs de taxi et de représentants d'hôtels brandissaient des pancartes avec des noms. Je cherchais des yeux mon nom quand j'ai entendu. Madame Moreau? Un jeune homme maldivien en uniforme blanc tenait une pancarte avec mon nom dessus. Il travaillait pour le resort que j'avais réservé en ligne, le Paradise Island Resort. C'est moi? Bienvenue, je m'appelle Rachid, je vais vous emmener au resort. Vous avez d'autres bagages? Non, juste celui-ci. Il a pris ma valise avec un sourire et m'a guidé vers un petit bateau amarré à un quai voisin. Un bateau? J'ai demandé, surprise. Oui, madame. Le resort est sur une île privée. Nous devons prendre le speedboat. C'est 20 minutes de trajet. 20 minutes en bateau, avec mes jambes, sur l'eau agitée. J'ai failli faire demi-tour. J'ai failli dire que j'avais fait une erreur, que je voulais juste rentrer chez moi, que j'avais été stupide de croire que je pouvais faire ça. Mais Rachid me regardait avec ses yeux bienveillants, attendant patiemment. « D'accord », j'ai dit. « Allons-y. » Il m'a aidé à monter dans le bateau. Le plancher était instable sous mes pieds. Je me suis assise sur un des bancs en me cramponnant au rebord. Le moteur a rugi, le bateau a bondi en avant. Et là, tout a changé. L'eau s'étendait à perte de vue, d'un bleu impossible, des nuances de turquoise, de vert émeraude, de bleu cobalt. Le soleil scintillait sur les vagues comme des milliers de diamants. Au loin, des îles minuscules parsemaient l'horizon comme des joyaux posés sur du velours. Je n'avais pas de mots. C'était plus beau que tout ce que j'avais pu imaginer pendant 50 ans. Le vent fouettait mon visage. Mes cheveux gris volaient dans tous les sens. L'écume me giclait dessus. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose que j'avais oublié. La liberté. J'ai fermé les yeux et j'ai levé mon visage vers le soleil. J'ai laissé la chaleur m'envahir. J'ai laissé le vent me caresser. J'ai laissé l'eau me purifier. Quand j'ai rouvert les yeux, Rachid me regardait avec un grand sourire. « Vous aimez ?» Il a crié par-dessus le bruit du moteur. « J'aime !» J'ai crié en retour. Et j'ai ri. Un rire libre, incontrôlable, libérateur. Un rire que je n'avais pas poussé depuis des décennies. Après 20 minutes qui m'ont semblé durer à la fois une éternité et une seconde, le bateau a ralenti. Devant nous, une île apparaissait. Des palmiers immenses. Des bungalows sur pilotis qui s'avancèrent dans l'eau turquoise. Une plage d'un blanc éclatant. Le Paradise Island Resort. Mon paradis pour les jours à venir. Le bateau s'est amarré à un ponton en bois. Rachid m'a aidé à descendre. Mes jambes tremblaient, mais je tenais debout. « Bienvenue au Paradise Island Resort, Madame Moreau. » Une femme maldivienne en sarong coloré s'est avancée vers moi avec un sourire radieux. Elle m'a tendu un collier de fleurs fraîches. « Je m'appelle Aïcha. Je suis la responsable de l'accueil. Nous sommes ravis de vous recevoir. » Elle m'a passé le collier autour du cou. Les fleurs sentaient divinement bon. « Venez, je vais vous montrer votre bungalow. » Nous avons marché sur un chemin de bois qui serpentait entre les palmiers. De chaque côté, des buissons de fleurs tropicales aux couleurs éclatantes. Des oiseaux chantaient. L'air était parfumé. Mon bungalow était au bout du ponton, le dernier, le plus isolé. Aïcha a ouvert la porte. Voilà, bungalow numéro 24. Vue sur le coucher de soleil. Je suis entré et j'ai laissé échapper un cri de surprise. C'était magnifique. Un grand lit king size avec des draps blancs immaculés. Un sol en bois poli. De grandes baies vitrées qui donnaient directement sur l'océan. Une terrasse privée avec des chaises longues et un escalier qui descendait dans l'eau. La salle de bain est là. Aïcha a indiqué une porte. Vous avez une baignoire avec vue sur la mer. Le minibar était gratuit, le Wi-Fi aussi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous appelez la réception. Quelqu'un viendra immédiatement. Elle m'a tendu une carte magnétique. Le restaurant principal est ouvert de 7h à 22h. Le spa est juste à côté de la réception. Et si vous voulez faire des activités, plongée, snorkeling,
Excursion, vous pouvez réserver à la réception. J'écoutais à peine. Je regardais l'eau par la fenêtre, cette eau incroyable qui s'étendait à l'infini. Merci, j'ai murmuré. Profitez bien de votre séjour, Madame Moreau. Elle départit en refermant doucement la porte derrière elle. Je suis resté immobile au milieu de la pièce pendant plusieurs minutes, incapable de bouger, incapable de penser. Puis, lentement, j'ai avancé vers la terrasse. J'ai ouvert les portes vitrées. L'air chaud et humide est entré dans la pièce. Je suis sorti sur la terrasse. L'eau était juste là, à 3 mètres de moi, transparente comme du cristal. Je pouvais voir des poissons multicolores nager près du ponton. Je me suis assise sur une des chaises longues. Mes jambes me faisaient horriblement mal après le voyage, mais je m'en fichais. J'ai sorti mon téléphone de mon sac, il était toujours éteint. J'ai fixé l'écran noir pendant de longues minutes. Puis, j'ai appuyé sur le bouton. Le téléphone s'est allumé. Les notifications ont commencé à affluer. Des dizaines, des centaines peut-être. 47 appels manqués de Margot. 89 messages. 15 messages vocaux. Mon cœur s'est serré. J'ai ouvert les messages. Le premier était arrivé hier soir, 20 heures. Maman, on est rentré. Tu es où? Max n'est pas là. Rappelle-moi STP. Puis, 1 heure plus tard, maman répond, j'ai trouvé ta lettre. Qu'est-ce que tu as fait? Puis, les Maldives? Seule? Tu es devenue folle? Et si tu tombes? Et si tu as besoin d'aide? J'ai continué à faire défiler les messages. Chacun était plus paniqué que le précédent. Margot était passée par toutes les phases. L'inquiétude, la colère, la culpabilité, la peur. Philippe dit que je devrais appeler la police. Maman, s'il te plaît, réponds. Les enfants pleurent. Ils pensent qu'il t'est arrivé quelque chose. J'ai appelé l'hôpital. Tu n'y es pas. Dieu merci. Mais où es-tu? Maman, je suis désolée. Si c'est à cause de ce que j'ai dit pour la Normandie. Je ne voulais pas te blesser. Reviens, s'il te plaît. Ce dernier message était arrivé ce matin, 6 heures plus tôt. J'ai fermé les yeux. La culpabilité me rongeait. Je faisais souffrir ma fille, ma seule fille, la personne que j'aimais le plus au monde. Mais en même temps, une partie de moi, une partie que je découvrais à peine, ressentait quelque chose d'autre. Une sorte de satisfaction? Non, ce n'était pas le bon mot. C'était plutôt une validation. Margot se souciait de moi. Elle avait peur pour moi, mais elle ne l'avait jamais montré avant. Elle ne m'avait jamais demandé ce que moi je voulais, ce que moi je ressentais. Il avait fallu que je disparaisse pour qu'elle réalise que j'existais encore. J'ai ouvert l'application de messagerie vocale. 15 messages. J'ai appuyé sur le premier. La voix de Margot a explosé dans le haut-parleur. « Maman, c'est quoi cette histoire de Maldives? Tu ne peux pas voyager seule. Tu as des problèmes aux jambes. Et si tu tombes? Et si tu as un accident? Rappelle-moi immédiatement. » Le deuxième message était plus calme, mais la voix tremblait. « Maman, s'il te plaît, rappelle-moi, je ne suis pas en colère. Enfin si, je suis en colère, mais surtout, je suis inquiète. Tu es ma mère, je t'aime, rappelle-moi. » Le troisième était Philippe, le mari de Margot. Isabelle, c'est Philippe. Margot est dans tous ses états. Écoutez, on comprend que vous ayez eu envie de partir. Mais vous auriez dû nous prévenir. Vous auriez pu au moins nous envoyer un message pour dire que vous alliez bien. Rappelez-nous, s'il vous plaît. J'ai sauté les messages suivants. Ils disaient tous la même chose. Inquiétude, colère, incompréhension. Le dernier message était différent. C'était Margot, mais sa voix était calme. Trop calme. La voix de quelqu'un qui a pleuré toutes ses larmes. Maman, j'ai relu ta lettre, plusieurs fois, et j'ai regardé ton cahier rouge, celui que tu as laissé sur la table. Je ne savais pas. Je ne savais pas que tu avais écrit ça quand tu étais jeune. Je ne savais pas que tu avais des rêves. Enfin, je veux dire, je savais, mais je n'y pensais jamais. Pour moi, tu as toujours été juste. Ma mère, la personne qui était là, la personne sur qui on pouvait compter. Je n'ai jamais pensé que toi aussi tu avais besoin de vivre, que toi aussi tu avais le droit de partir. Je suis désolée, maman. Je suis tellement désolée. Appelle-moi quand tu peux. Pas pour rentrer. Juste pour me dire que tu vas bien. S'il te plaît.
Les larmes ont recommencé à couler. Je les ai laissées couler cette fois. Je ne les ai pas retenues. J'ai tapé un message. « Je vais bien, ma chérie. Je suis arrivée. C'est magnifique. Ne t'inquiète pas pour moi. Je t'aime, maman. » J'ai appuyé sur « Envoyer » avant de pouvoir changer d'avis. Puis, j'ai éteint le téléphone. Je l'ai remis dans mon sac. Et je l'ai rangé dans l'armoire. Je voulais être présente, ici, maintenant. Pas dans ma vie d'avant. J'ai regardé l'heure. 15 heures. J'étais épuisée, mais je savais que si je dormais maintenant, je ne dormirais pas cette nuit. J'ai décidé de me forcer à rester éveillée, de profiter de cet après-midi, de mon premier après-midi aux Maldives. J'ai enfilé un maillot de bain. Un maillot noir, une pièce que j'avais achetée il y a des années, mais jamais portée. Il était un peu serré. Mon corps de 68 ans n'était plus celui de ma jeunesse. Mais qu'est-ce que ça pouvait faire? J'ai mis un paréo par-dessus, j'ai pris une serviette, et je suis sortie sur la terrasse. L'escalier qui descendait dans l'eau me faisait peur. Les marches étaient raides, glissantes. Avec mes jambes, c'était dangereux. Mais je n'étais pas venue jusqu'ici pour rester sur la terrasse. J'ai descendu lentement, une marche à la fois, en me cramponnant à la rambarde. La première marche, la deuxième, la troisième, et puis mon pied a touché l'eau. Elle était chaude, douce, accueillante. J'ai continué à descendre. L'eau montait le long de mes jambes, mes genoux, mes cuisses, ma taille. Et là, quelque chose d'incroyable s'est produit. La douleur a disparu. Pas complètement, mais presque. Le poids de mon corps ne pesait plus sur mes articulations abîmées. L'eau me portait, me soutenait. J'ai lâché la rambarde. Je flottais. Pour la première fois depuis l'accident, 38 ans plus tôt, je me sentais libre de bouger sans douleur. J'ai nagé, lentement, maladroitement. Mais j'ai nagé. Autour de moi, des poissons multicolores, des coraux, des rayons de soleil qui perçaient l'eau transparente. C'était comme être dans un autre monde. Un monde où mes jambes ne comptaient plus, où mon âge ne comptait plus, où je n'étais plus la mère de Margot ou la vieille dame avec l'arthrose. J'étais juste Isabelle, une femme qui nageait dans l'océan Indien. Je ne sais pas combien de temps je suis restée dans l'eau. 1 heure? 2 heures? Le temps n'avait plus de sens. Quand je suis enfin sortie, le soleil commençait à descendre vers l'horizon. Le ciel se teintait de rose et d'orange. Je me suis allongée sur une chaise longue, trempée, épuisée, heureuse. C'est là que j'ai sorti le cahier rouge de mon sac. Je l'avais apporté avec moi, bien sûr. Il ne me quittait plus. J'ai ouvert à la première page. J'ai pris le stylo que j'avais aussi apporté. Et à côté du numéro 1, voir la mer cristalline des Maldives, j'ai tracé une croix rouge. Un rêve réalisé. Plus que 87. J'ai regardé le numéro 2, danser pieds nus sur une plage au coucher du soleil. Le soleil descendait. La plage était là, juste devant mon bungalow. Je me suis levée. Mes jambes protestaient. Elles voulaient que je reste assise, que je me repose. Mais je les ai ignorées. Je suis descendue sur la plage. Le sable était doux et chaud sous mes pieds. J'ai marché jusqu'au bord de l'eau. Les vagues venaient lécher mes orteils. Le soleil touchait maintenant l'horizon. Le ciel était en feu. Des nuances de rouge, d'orange, de violet, de rose que je n'avais jamais vues. J'ai fermé les yeux et j'ai dansé. Ce n'était pas vraiment de la danse. Plutôt un balancement maladroit. Mes jambes ne me permettaient pas de faire de grands mouvements. Mais je bougeais, au rythme des vagues, au rythme de mon cœur. J'ai ouvert les bras, j'ai levé mon visage vers le ciel, j'ai tourné sur moi-même. Et j'ai pleuré. Des larmes de joie. Des larmes de libération. Des larmes pour toutes ces années perdues. Des larmes pour toutes ces années à venir. Quand j'ai rouvert les yeux, le soleil avait disparu derrière l'horizon. Le ciel était maintenant d'un bleu profond parsemé d'étoiles. Je suis retournée vers mon bungalow en boitant. J'ai repris le cahier rouge. J'ai tracé une croix à côté du numéro 2. 2 rêves en un jour. À ce rythme-là, j'allais peut-être réussir à en réaliser 10 avant de mourir. Peut-être 15. Peut-être 20. Ce soir-là, j'ai mangé seule au restaurant du resort. Une langouste grillée avec des légumes locaux. C'était délicieux. Chaque bouchée était une explosion de saveurs.
Numéro 3 sur la liste, manger une langouste fraîche en regardant l'océan. 3 rêves en un jour. Je me suis réveillée le lendemain avec le soleil qui filtrait à travers les rideaux blancs de mon bungalow. Pendant quelques secondes, j'ai été désorientée. Où étais-je? Qu'est-ce que je faisais là? Puis tout m'est revenu. Les Maldives, mon escapade, ma rébellion. J'ai regardé l'heure sur le réveil près du lit. 7 heures du matin. Mon corps était encore calé sur l'heure française. Il devait être 3 heures du matin à Marseille. Je me suis levée difficilement. Mes jambes étaient encore plus raides que d'habitude. Le voyage, la nage d'hier, la danse sur la plage. Mon corps me le faisait payer. J'ai pris mes médicaments avec un verre d'eau. J'ai fait mes exercices de kiné que je faisais chaque matin depuis 38 ans. Étirement, rotation, flexion douce. Puis je suis sortie sur la terrasse. La vue m'a coupé le souffle, encore. L'eau était d'un bleu encore plus intense que la veille. Le ciel était dégagé. Des oiseaux marins volaient au-dessus de l'océan. J'ai pris mon petit déjeuner sur la terrasse. Des fruits tropicaux que je ne connaissais même pas, du pain frais, du café fort. C'était simple, mais c'était parfait. Après le petit déjeuner, j'ai décidé d'explorer le resort. J'ai mis une robe légère, des sandales confortables, et je suis partie. L'île était petite. On pouvait en faire le tour en 1 heure. Il y avait une 50aine de bungalows, un restaurant principal, un bar de plage, un spa et un centre de plongée. En marchant sur les chemins de bois qui serpentaient entre les palmiers, j'ai croisé d'autres vacanciers, des couples en lune de miel qui se tenaient la main, des familles avec des enfants qui couraient partout, des groupes d'amis qui riaient fort. J'étais la seule personne seule, la seule personne âgée. Les gens me regardaient avec curiosité, certains avec pitié. Une vieille dame toute seule aux Maldives. Ça devait leur paraître étrange, mais je m'en fichais. Je suis arrivée au centre de plongée. Un jeune homme bronzé m'a accueilli avec un grand sourire. « Bonjour, vous voulez faire de la plongée ?» J'ai hésité. La plongée. C'était le numéro 47 sur ma liste. Je ne l'avais pas prévu pour aujourd'hui. Mais pourquoi pas? Je n'ai jamais fait de plongée. Et j'ai des problèmes aux jambes. Il a hoché la tête, compréhensif. Pas de problème. Nous avons des programmes adaptés. Vous pouvez commencer par un baptême de plongée. C'est dans une eau peu profonde, avec un instructeur. Si vous êtes à l'aise, on peut aller plus loin. C'est dangereux? Pas du tout. Tant que vous suivez les instructions. Vous avez des problèmes cardiaques ou respiratoires? Non, juste les jambes. Alors c'est parfait. Sous l'eau, vos jambes n'auront pas à supporter votre poids. C'est même recommandé pour les gens avec des problèmes articulaires. Comme pour nager hier. Sous l'eau, j'étais libre. D'accord, je veux essayer. Formidable, on peut faire ça cet après-midi si vous voulez. 15 heures, ça vous va? Parfait, j'ai signé les papiers nécessaires, j'ai payé, et je suis reparti avec un mélange d'excitation et de terreur dans le ventre. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'allais plonger. Moi, à 68 ans, avec de l'arthrose. Ma fille allait me tuer quand elle saurait. Mais ma fille n'avait pas besoin de savoir. J'ai passé la matinée à lire sur ma terrasse. Un roman policier que j'avais apporté mais que je n'arrivais pas vraiment à suivre. Mon esprit était ailleurs. Il anticipait l'après-midi, la plongée. À midi, j'ai mangé légèrement au restaurant. Une salade de fruits de mer. Je ne voulais pas avoir l'estomac trop plein. À 14h30, je me suis changée. Maillot de bain, t-shirt par-dessus, serviette. Et je suis retournée au centre de plongée. Mon instructeur s'appelait Ahmed. Il devait avoir une 40aine d'années. Il avait ce calme et cette assurance des gens qui passent leur vie dans l'eau. « Bonjour Isabelle. Prête pour votre baptême ?» Je crois, un peu nerveuse. « C'est normal. Venez, je vais vous expliquer. » Il m'a montré l'équipement, la combinaison, les palmes, le masque, le détendeur, la bouteille. La combinaison va vous aider à flotter. Les palmes vont compenser pour vos jambes. Le détendeur vous permet de respirer sous l'eau. C'est tout simple. Il me l'a fait essayer sur la plage d'abord. Comment mettre le masque? Comment respirer avec le détendeur? Comment gérer la pression dans les oreilles? Puis nous sommes entrés dans l'eau. Lentement, un pas à la fois. L'eau était chaude, rassurante.
On va juste à 3 mètres de profondeur pour commencer. Vous allez voir, c'est magnifique. J'ai mis ma tête sous l'eau. J'ai respiré à travers le détendeur. C'était bizarre. Contre nature. Respirer sous l'eau. Mais ça marchait. Ahmed me tenait par le bras. Il me guidait. Nous avons commencé à descendre. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Et là, j'ai vu. Un monde que je n'aurais jamais imaginé. Des coraux de toutes les couleurs. Orange, violet, vert, rose. Des poissons partout. Des bancs entiers qui passaient près de moi. Des poissons clowns. Des poissons anges. Des poissons papillons. Une raie manta glissait majestueusement au-dessus de nous. J'ai arrêté de respirer pendant 1 seconde, par émerveillement. Puis Ahmed m'a fait signe de respirer normalement. Nous sommes restés sous l'eau pendant 20 minutes. 20 minutes qui m'ont semblé durer à la fois 1 seconde et une éternité. Quand nous sommes remontés, j'avais les larmes aux yeux derrière mon masque. « Alors ?» Ahmed a demandé en souriant. « Qu'est-ce que vous en avez pensé ?» Je n'arrivais pas à parler. J'ai juste hoché la tête frénétiquement. « Vous voulez y retourner ?»« Oui !» Nous avons replongé. Cette fois, Ahmed m'a emmené un peu plus loin, un peu plus profond. 4 mètres, 5 mètres. Il y avait une grotte sous-marine, pas très grande, mais magique. La lumière filtrait à travers l'eau et créait des jeux d'ombre et de lumière sur les parois couvertes de coraux. J'ai nagé à l'intérieur, lentement, précautionneusement, et là, au fond de cette grotte, j'ai compris quelque chose. Pendant 38 ans, depuis l'accident, je m'étais sentie prisonnière de mon corps, prisonnière de mes jambes abîmées, prisonnière de ma douleur. Mais ici, sous l'eau, dans cette grotte au milieu de l'océan Indien, à des milliers de kilomètres de chez moi, j'étais libre, complètement libre. Mon corps ne me limitait plus. L'eau me portait, me libérait. J'ai fermé les yeux. J'ai fait une prière silencieuse. Pas à Dieu. Je n'étais pas croyante, mais à la vie, à l'univers, à moi-même. Merci. Merci de m'avoir donné le courage de venir ici. Merci de m'avoir montré que ce n'était pas trop tard, que je pouvais encore vivre, que je pouvais encore rêver. Quand nous sommes sortis de l'eau, le soleil commençait à baisser. J'étais épuisée, mais exaltée. « Vous êtes une plongeuse naturelle », Ahmed m'a dit en m'aidant à retirer mon équipement. Pour une première fois, c'était impressionnant. Merci. C'était « je n'ai pas de mots ». Je comprends. L'océan fait cet effet. De retour dans mon bungalow, j'ai pris une douche interminable. L'eau chaude massait mes muscles fatigués. Mes jambes me faisaient mal, mais c'était une bonne douleur. La douleur de quelqu'un qui a vécu. Pas la douleur stagnante de quelqu'un qui attend. J'ai sorti le cahier rouge. Numéro 47. Faire de la plongée sous-marine. Croix rouge. 4 rêves réalisés en 2 jours. À ce rythme, j'allais peut-être finir la liste. Les jours suivants ont pris un rythme paisible. Je me réveillais avec le soleil. Je prenais mon petit déjeuner sur la terrasse en regardant l'océan. Je nageais. Je lisais. Je replongeais avec Ahmed, qui était devenu une sorte d'ami. Nous ne parlions pas beaucoup sous l'eau. Mais après, sur la plage, il me racontait sa vie. Il était né aux Maldives. Il avait 3 enfants. Sa femme tenait une petite boutique de souvenirs sur l'île principale. Il plongeait depuis qu'il avait 5 ans. L'océan est ma maison, il me disait, plus que ma vraie maison. Je comprenais ce qu'il voulait dire. Moi aussi, je me sentais plus chez moi sous l'eau que dans mon appartement marseillais. Le 5e jour, j'ai décidé d'allumer mon téléphone. Je l'avais éteint depuis mon premier message à Margot. Les notifications ont explosé. Moins que la première fois, mais quand même une 20aine de messages. J'ai ouvert ceux de Margot. « Merci d'avoir répondu, maman. Je suis soulagée de savoir que tu vas bien. Les enfants t'envoient des bisous. Emma a dessiné une image pour toi. Je te l'enverrai par email. Prends soin de toi et profite. Tu le mérites. » Ces derniers mots m'ont fait pleurer. Tu le mérites. C'était la première fois que Margot me disait quelque chose comme ça. J'ai répondu « Tout va bien, ma chérie. Je fais de la plongée, je nage, je vis. Ne t'inquiète pas pour moi, embrasse les enfants, je t'aime. » Puis j'ai ouvert mes emails. Il y avait effectivement un message de Margot avec une pièce jointe. J'ai cliqué dessus. C'était un dessin d'Emma, ma petite fille de 12 ans.
Elle avait dessiné une femme avec des cheveux gris qui nageait au milieu de poissons colorés. En haut, écrit en grosses lettres maladroites, « Mamie, tu es la plus courageuse du monde. Je t'aime. » J'ai pleuré pendant 10 minutes. Ce soir-là, j'ai rencontré quelqu'un qui allait changer ma vision des choses. J'étais assise au bar de la plage, sirotant un cocktail sans alcool en regardant le coucher du soleil. C'était devenu mon rituel quotidien. Une femme s'est assise à côté de moi. Elle devait avoir mon âge, peut-être un peu plus jeune. 65 ans, cheveux blancs coupés courts, peau bronzée, des yeux vifs et rieurs. « Vous permettez ?» Elle a demandé avec un accent britannique. « Bien sûr. » Elle a commandé un mojito et s'est tournée vers moi. « Je vous vois tous les jours ici, toujours seule. Je me suis dit qu'il était temps de venir vous parler. Je m'appelle Margaret. Isabelle. Nous avons trinqué. Vous êtes ici depuis longtemps ?» J'ai demandé. « 3 semaines. Je pars demain. » « C'est bien ?» Elle a ri, un rire franc et libérateur. « C'est la 5e fois que je viens aux Maldives, seule, depuis que mon mari est mort il y a 7 ans. Je suis désolée. Ne le soyez pas. Tom aurait voulu que je continue à vivre. Alors c'est ce que je fais. » Elle a bu une gorgée de son mojito. « Et vous, première fois ?»« Oui, première fois que je voyage seule. Première fois aux Maldives. Première fois que je fais quelque chose pour moi depuis. Depuis toujours, je crois. » Margaret m'a regardée avec intensité. « Qu'est-ce qui vous a décidé? Si ce n'est pas trop indiscret. » Je lui ai raconté. Tout, la liste, les 100 rêves, les 12 réalisés en 50 ans, ma fille qui me laissait garder son chien, ma décision impulsive, mon départ. Margaret m'a écoutée sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle a posé sa main sur la mienne. « Vous savez ce que vous êtes, Isabelle? Vous êtes une héroïne. » « Non, si, vous l'êtes. Vous savez combien de femmes de notre âge rêvent de faire ce que vous faites, mais n'osent jamais? Combien restent prisonnières de ce que les autres attendent d'elles? Je me sens coupable. Ma fille était tellement inquiète. Bien sûr qu'elle était inquiète, parce que vous avez bouleversé l'ordre établi, parce que vous avez arrêté d'être la maman qui est toujours là. Mais c'est exactement ce dont elle avait besoin, ce dont vous aviez toutes les deux besoin. Margaret a sorti quelque chose de son sac. Un cahier, usé, plein de notes et de photos collées. Vous voyez ça? C'est mon journal de voyage. Je l'ai commencé il y a 7 ans, après la mort de Tom. Dedans, il y a chaque endroit où je suis allée, chaque aventure, chaque moment magique. Elle l'a ouvert. Je voyais des photos d'elle en Thaïlande, au Pérou, en Islande, au Japon. Tom et moi, on avait prévu de faire tout ça ensemble, mais il est mort avant. Pendant 1 an, j'ai pleuré. J'ai pensé que ma vie était finie, que sans lui, je ne pouvais rien faire. Elle a refermé le cahier. Et puis un jour, je me suis dit, il aurait voulu que je vive. Pas que je survive, que je vive. Alors j'ai acheté un billet pour la Thaïlande, et je suis partie. Vous n'aviez pas peur? J'étais terrorisée, mais j'ai appris que le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est faire les choses malgré la peur. Nous avons parlé pendant des heures. Elle m'a raconté ses voyages, ses rencontres, les moments difficiles aussi, les fois où elle s'était sentie seule, les fois où elle avait failli tout abandonner et rentrer. Mais à chaque fois, je continuais, parce que j'avais compris quelque chose d'essentiel. Être seul et être solitaire, ce n'est pas la même chose. Quelle est la différence? Être seul, c'est un choix. C'est décider de passer du temps avec soi-même, de se découvrir, de s'apprécier. Être solitaire, c'est subir la solitude. C'est attendre que les autres viennent remplir le vide. Ces mots ont résonné en moi. « Vous avez raison », j'ai murmuré. Pendant toutes ces années, j'étais solitaire, même entourée de gens. Maintenant, je suis seule, mais je ne me sens plus solitaire. Margaret a souri. Exactement. Nous nous sommes quittés tard dans la soirée. Elle partait le lendemain et nous ne nous reverrions probablement jamais. Mais cette rencontre m'avait changé. En rentrant dans mon bungalow, j'ai sorti le cahier rouge. J'ai parcouru la liste. Combien pouvais-je en réaliser? 10, 20, 30? Pourquoi pas tous? Les 2 semaines suivantes ont passé dans un tourbillon d'expériences nouvelles. Chaque jour, je rayais quelque chose de ma liste. Numéro 12, regarder les étoiles allongées sur une plage. Fait. Numéro 23,
Apprendre à dire « je t'aime » dans une langue étrangère. J'avais appris à le dire en Divehi, la langue locale. Aharen kala deke hingaa. Numéro 34. Manger quelque chose que je n'ai jamais goûté. Des fruits de mer locaux dont je ne connaissais même pas l'existence. Numéro 56. Lire un livre entier en une journée. J'avais dévoré un roman d'amour sous un palmier. Numéro 67. Me faire un nouvel ami d'un autre pays. Ahmed, bien sûr, et Margaret avant son départ. Le 20e jour de mon séjour, j'ai reçu un appel de Margot. Je m'étais remise à laisser mon téléphone allumé, consultant mes messages une fois par jour. Maman, sa voix était différente, plus douce, plus mature. Oui, ma chérie. Je voulais te dire quelque chose. Philippe et moi, on a réfléchi. On a regardé ton cahier rouge. Enfin, celui que tu as laissé à la maison. Et on s'est dit, on voudrait t'aider. M'aider à réaliser ta liste. Pas tous les items, bien sûr, mais ceux qu'on peut faire ensemble. En famille, si tu veux. Mon cœur s'est serré. Margot. Non, attends. Laisse-moi finir. J'ai été égoïste. Pendant toutes ces années, je ne t'ai vue que comme ma mère, pas comme Isabelle, pas comme une femme avec ses propres rêves. Et je suis désolée, vraiment désolée. Tu n'as pas à... Si, j'ai à m'excuser, parce que tu as sacrifié tellement de choses pour moi. Et je ne t'ai jamais demandé ce que toi tu voulais. J'ai pleuré. Encore. Il me semblait que je pleurais tout le temps ces derniers temps. Ma chérie, tu es ce que j'ai fait de mieux dans ma vie. Je ne regrette rien. Mais tu mérites plus que juste être maman. Tu mérites d'être Isabelle. Alors quand tu rentres, on organise quelque chose. Ensemble. Une aventure. Toi, moi, Philippe, les enfants. Qu'est-ce que tu en dis? J'en dis que tu es la meilleure fille du monde. Nous avons parlé pendant 1 heure. Elle me racontait ce qui se passait à la maison. Max allait bien au chenil et semblait même apprécier. Les enfants me réclamaient, Philippe me saluait. Mais ce qui m'a le plus touchée, c'est quand Margot m'a demandé « Et toi, maman, comment tu vas vraiment? Pas juste bien, vraiment ?» Personne ne m'avait posé cette question depuis des années. Je vais merveilleusement bien. Je me sens vivante. Pour la première fois depuis l'accident, je me sens vraiment vivante. Alors reste aussi longtemps que tu veux. On peut attendre. Max peut attendre. Vis ta vie, maman. Après avoir raccroché, je suis restée assise sur ma terrasse pendant longtemps. Le soleil se couchait. Les couleurs étaient encore plus belles que d'habitude. J'ai pris une décision. Je n'allais pas rentrer tout de suite. J'avais prévu 2 semaines. J'en étais à 3. Mais pourquoi m'arrêter là? Je suis allée à la réception. Aïcha, la responsable, m'a accueillie avec son sourire habituel. « Isabelle, comment puis-je vous aider? Je voudrais prolonger mon séjour d'1 mois. » Elle a haussé les sourcils, surprise. « 1 mois de plus? Oui, c'est possible? Bien sûr. Laissez-moi vérifier. Oui, votre bungalow est disponible. Voulez-vous garder le même ou changer? Le même. J'y suis bien. Elle a fait la réservation. Le prix m'a fait un peu mal, mais j'avais les moyens. Et surtout, j'avais envie. De retour dans mon bungalow, j'ai envoyé un message à Margot. Je prolonge d'1 mois. J'espère que ça ne te dérange pas. J'ai encore des rêves à réaliser. Sa réponse est arrivée immédiatement. Fonce, maman. On t'attend quand tu seras prête. Je t'aime. Le lendemain, j'ai décidé de tenter quelque chose que je n'avais jamais osé faire. Numéro 78 sur la liste. Faire quelque chose qui me fait vraiment peur. J'avais repéré une activité au centre d'activité du resort. Le parachute ascensionnel. On vous attache à un parachute tiré par un bateau et vous vous envolez au-dessus de l'océan. L'idée seule me terrifiait, mais c'était exactement pour ça que je devais le faire. À 10 heures du matin, j'étais au point de rendez-vous. 2 jeunes instructeurs m'ont accueilli. « Vous êtes sûr ?» L'un d'eux m'a demandé en regardant mes jambes avec inquiétude. « C'est assez physique ?» « Je suis sûre. » Ils m'ont équipé, harnais, gilet de sauvetage, casque. Ils m'ont expliqué ce qui allait se passer. Le bateau va démarrer, la corde va se tendre, et vous allez vous envoler. C'est tout simple.
Et si j'ai le vertige? Fermez les yeux, respirez, profitez. Je suis monté sur le bateau avec eux. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait tellement fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Ils m'ont attaché au parachute. Ils ont vérifié toutes les sangles, 2 fois, 3 fois. Prête? Non, je n'étais pas prête. Je n'allais jamais être prête. Oui. Le bateau a démarré. La corde s'est tendue. Et soudain, j'ai senti mes pieds quitter le bateau. J'ai crié. Je montais, de plus en plus haut. Le bateau s'éloignait en dessous de moi. L'eau s'éloignait. J'ai fermé les yeux très fort. Et puis, j'ai entendu une voix dans ma tête. La voix de Margaret. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est faire les choses malgré la peur. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu le monde vu d'en haut. L'océan qui s'étendait à l'infini. Les îles parsemées comme des joyaux. Le ciel bleu sans fin. J'ai arrêté de crier. J'ai commencé à rire. Un rire de joie pure. Un rire d'incrédulité. Un rire de victoire. Je volais. Isabelle Moreau, 68 ans, arthrose sévère, mère divorcée, était en train de voler au-dessus de l'océan Indien. Le mois supplémentaire est passé comme un rêve. Chaque jour apportait une nouvelle aventure. Chaque jour, je rayais 1 ou 2 items de ma liste. J'ai appris à faire du yoga sur la plage avec un instructeur indien extraordinairement patient. Mes jambes ne me permettèrent pas de faire toutes les postures, mais je faisais ce que je pouvais. J'ai pris des cours de cuisine maldivienne et appris à préparer un garoudiya, une soupe de poisson locale. J'ai passé une journée entière dans un spa, me faisant dorloter comme jamais auparavant. J'ai lu 15 livres, j'ai nagé avec des dauphins, j'ai regardé le lever du soleil tous les matins pendant 1 semaine. J'ai écrit une longue lettre à mon ex-mari, pas pour l'envoyer, mais pour faire la paix avec mon passé. J'ai médité, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai vécu. Ahmed était devenu un véritable ami. Nous plongions ensemble 3 fois par semaine. Il me montrait les endroits secrets de l'île, les grottes cachées, les récifs les plus beaux, les spots où on voyait parfois des requins-baleines. Un jour, après une plongée particulièrement magique, nous nous sommes assis sur la plage. « Vous savez, Isabelle ?» Il m'a dit, « Vous m'avez appris quelque chose. Moi, je ne suis qu'une vieille femme qui apprend à vivre. Justement, vous m'avez rappelé qu'il n'est jamais trop tard. Je me plaignais souvent, que ma vie était monotone, que je faisais toujours la même chose. Mais vous, à votre âge, avec vos problèmes, vous êtes venu ici. Vous avez osé. Et maintenant, je me dis que moi aussi je peux oser. » J'ai souri. « Qu'est-ce que tu veux faire, Ahmed ? Ouvrir mon propre centre de plongée. Pas travailler pour quelqu'un d'autre. Créer quelque chose à moi. J'en rêve depuis des années, mais j'avais peur. » Alors fais-le. La peur ne disparaîtra jamais complètement. Il faut juste apprendre à avancer avec elle. Le dernier soir avant mon départ, j'ai organisé un petit dîner. J'avais invité Ahmed et sa femme, Aïcha de la réception, mon instructeur de yoga et quelques autres personnes que j'avais rencontrées. Nous avons mangé sur la plage, les pieds dans le sable, sous les étoiles. À la fin du repas, Ahmed a levé son verre. À Isabelle, qui nous a tous inspirés, qui nous a montré que l'âge n'est qu'un nombre, que les limitations sont dans notre tête, que la vie est courte et qu'il faut la vivre pleinement. Tout le monde a trinqué. J'avais les larmes aux yeux pour la 1000e fois. Merci, j'ai dit. Merci à vous tous. Vous m'avez accueilli, vous m'avez accepté, vous m'avez aidé à me retrouver. Je ne vous oublierai jamais. Ce soir-là, seul dans mon bungalow pour la dernière fois, j'ai sorti le cahier rouge. J'ai compté les croix rouges. 37. En 6 semaines aux Maldives, j'avais réalisé 25 rêves supplémentaires. Il en restait 63. Et pour la première fois de ma vie, j'étais convaincu que j'allais tous les réaliser. Le lendemain matin, le bateau m'a ramené à l'aéroport de Malé. Ahmed était venu me dire au revoir. « Vous reviendrez ?» il a demandé. « Peut-être. Ou peut-être que j'irai ailleurs. J'ai encore beaucoup d'endroits à voir. Quoi que vous fassiez, continuez. Ne vous arrêtez jamais. Promis. » Dans l'avion du retour, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. 7 semaines plus tôt, j'étais une vieille femme amère et invisible. Aujourd'hui, j'étais. Qui étais-je? J'étais Isabelle, plongeuse, aventurière, rêveuse, vivante.
Quand l'avion a atterri à Paris, mon cœur battait fort. J'allais revoir Margot, les enfants, ma vie d'avant. Mais ce ne serait plus jamais la même vie. Margot m'attendait à l'aéroport. Quand elle m'a vue, elle a couru vers moi et m'a serré dans ses bras si fort que j'ai failli tomber. « Maman, tu m'as tellement manqué. »« Toi aussi, ma chérie. » Elle m'a regardée, vraiment regardée. « Tu es différente, tu es rayonnante. » J'ai souri. Je suis moi. Pour la première fois depuis longtemps, je suis vraiment moi. Dans la voiture, Margot m'a parlé de ce qui s'était passé pendant mon absence. Max allait bien. Les enfants avaient hâte de me voir. Philippe voulait me montrer quelque chose. Quoi donc? Tu verras. Quand nous sommes arrivés chez moi, Philippe et les enfants m'attendaient devant la porte. Emma et Lucas m'ont sauté dessus. « Mamie, tu es bronzée! Tu as vraiment fait de la plongée ?» C'était comment? Je leur ai raconté. Tout. Ils m'écoutaient, bouche bée, les yeux brillants. Philippe m'a tendu une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ouvre. » J'ai ouvert. À l'intérieur, des billets d'avion. Pour la Grèce. 5 billets. Pour dans 2 mois. On a réservé une semaine en Grèce. Margot a expliqué. Tous ensemble. Pour réaliser le numéro 89 de ta liste, voir le Parthénon au coucher du soleil. J'ai pleuré, encore. Mais c'était non des larmes heureuses. Ce soir-là, seul dans mon appartement, j'ai retrouvé mes habitudes. Mais tout était différent. Les murs semblaient plus lumineux, l'air plus léger. J'ai ouvert le cahier rouge. J'ai regardé les 63 rêves qui restaient à réaliser. Et j'ai su que j'allais y arriver. Pas parce que j'étais courageuse, pas parce que j'étais forte, mais parce que j'avais compris quelque chose d'essentiel. On n'a qu'une vie, une seule, et personne ne nous donnera la permission de la vivre. Il faut la prendre, la saisir, la dévorer. Peu importe notre âge, peu importe nos limitations, peu importe ce que les autres pensent. Ce qui compte, c'est de vivre, vraiment vivre. J'avais 68 ans. Mes jambes me faisaient encore mal. Elles me feraient mal jusqu'à la fin. Mais j'étais vivante. Et tant que j'étais vivante, je continuerais à rêver, à oser, à réaliser. Un rêve à la fois, une croix rouge à la fois, une vie à la fois, ma vie.